Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette première émission. C'est un peu, on a mis numéro 1, mais en fait c'est numéro 0, puisque c'est la première fois qu'on organise ce genre d'initiative. Donc vous êtes dans notre local de permanence parlementaire, dans le 18e arrondissement. Je suis Danielle Obono, je vais commencer par me présenter, députée de Paris pour la France Insoumise et fan de culture pop. Culture populaire, de divertissement, de films, de livres. Et on voulait organiser des initiatives un peu au local de campagne. On a réfléchi à ce qu'on pourrait faire. Et ça, c'est une des idées qu'on va tester là pour une première fois. Avec deux invités. Merci à vous d'être parmi nous, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je vais vous laisser vous présenter. On a aussi quelques amis, camarades présents pour assister à la discussion qui va porter ce soir, pour cette première émission, sur le cinéma de masse, le cinéma hollywoodien, à travers deux exemples, la dernière série de Star Wars et le film événement Black Panther, en se posant la question, est-ce que à travers ces exemples, on peut penser que le cinéma de masse devient intersectionnel? Alors on a un peu mis des mots-clés pour pouvoir parler surtout des sujets, l'intersectionnalité à travers la culture de masse, et puis Black Panther parce que c'est Black Panther. Mais voilà, donc j'ai proposé à nos invités de réfléchir, de discuter autour de cette thématique. L'idée, c'est que c'est pas simplement une discussion culturelle. Je pense que c'est une question aussi très politique, et c'est un des espaces que je trouve qui est peu analysé en tant que tel, en fait. Et donc c'était une des raisons pour lesquelles je voulais organiser ces petites émissions, parce que je trouve beaucoup, en tout cas dans ma sensibilité politique, que la question de la culture de masse, du divertissement de masse, est souvent un peu pas méprisé, mais voilà, c'est considéré comme pas très politique ou vendu au grand capital, et donc on n'intervient pas beaucoup là-dessus. Et voilà, je voulais en discuter, en parler, et puis parler de ciné et d'autres choses. C'est toujours très intéressant, et le partager avec vous et vous tous et toutes. Donc je vais m'arrêter là. Je vais laisser nos invités se présenter, dire un peu ce qu'elles font, pourquoi elles étaient intéressées, et puis on va lancer la discussion. C'est une discussion libre, hein, il n'y a pas trop de... c'est aussi en fonction de vous, voilà, qu'est-ce qui vous a intéressé dans le sujet, et puis ce que vous trouvez qu'il y a d'intéressant à discuter justement avec ces deux exemples particuliers. D'accord. Mélanie ? Donc moi je m'appelle Mélanie Wanga, je suis journaliste, j'ai deux sujets de prédilection, la pop culture, donc ça tombe bien, et la représentation en fait des minorités, des femmes et des minorités dans les médias. Je trouve que c'est vraiment des sujets intéressants, c'est des sujets qui sont en train de bouger en ce moment pas mal. Et du coup, comme je pense tout le monde, j'ai vu Black Panther, et je trouvais que c'était intéressant aussi de venir en discuter, de voir peut-être même dans un contexte un peu plus large, au-delà des enjeux de représentation, d'avoir un casting noir à l'écran. Juste pourquoi maintenant, pourquoi Disney, enfin, il y a plein de choses à démêler qui peuvent être potentiellement intéressantes. Super. Donc, moi, je m'appelle Adira Touzira-Souba, je suis journaliste également, cofondatrice de l'Afro, un média qui s'intéresse aux afro-descendants en France. Et ça m'intéresse parce que je m'intéresse beaucoup aux histoires en tout cas à l'histoire, à la culture, au sujet de société. Et effectivement, le cinéma est éminemment politique. Rien que l'histoire du cinéma en est la preuve. Si on prend par exemple l'histoire de Black Panther, qui est donc l'histoire de super-héros, les super-héros, en fonction de l'évolution dans le temps, ils ont incarné des choses différentes. C'est-à-dire qu'à une époque où il y a eu une ségrégation, on a commencé à vouloir on parlait plus de super-héros blancs. Ensuite, on a créé un super-héros noir, Black Panther. On en a créé d'autres, il y a eu Luke Cage, il y en a eu d'autres. Et vraiment, je trouve que, même quand on voit X-Men par exemple, c'est vraiment une histoire de montrer en gros qu'est-ce que c'est que d'être discriminé parce qu'on n'est pas comme les autres, etc. Donc je pense qu'effectivement, c'était intéressant d'aborder cette question. Après, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est peut-être un petit mot d'introduction sur le sujet pour moi en tout cas. Merci. Alors, je suppose que vous avez vu toutes les deux, et Star Wars et les derniers épisodes de Star Wars et Black Panther. Oui. Je tiens à dire qu'il y a encore quelques individus sur la planète qui n'ont pas vu Black Panther au moins, ni Star Wars, et certains sont dans cette salle, sans vouloir donner le nom. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de chacun de ces deux films? On commence par Star Wars. Alors, Star Wars...
Si on remonte chronologiquement, les 2 derniers épisodes qui ont introduit les nouveaux personnages de Star Wars, on peut dire la nouvelle génération de héros. Donc, le personnage principal est une héroïne qui s'appelle Rey, et elle est accompagnée d'un autre personnage qui est un jeune homme noir qui s'appelle Finn. Et donc, c'était interprété par Daisy Riley et John Boyega. Et effectivement, c'était un peu la grosse, l'élément, on va dire, que Disney a utilisé pour vendre ses nouveaux films en disant regardez, maintenant, il y a des femmes qui sont pas juste à attendre qu'on les sauve, et on a un personnage noir. Donc, effectivement, moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé Le Réveil de la Force, qui était celui qui est sorti il y a 2 ans. Parce que je trouve. Les gens à l'époque de la sortie, on dit que c'était une ressucée du tout premier Star Wars, que c'était le même scénario avec le parcours du héros qui se retrouve appelé à une grande mission. Mais moi, je trouve qu'effectivement, il y avait une ressemblance. Mais je trouve quand même que là, pour le coup, la représentation, ça m'a frappée, quoi. Voir une jeune fille Jedi, moi, j'étais comme ça dans mon siège. À nouveau, j'avais 6 ans. Et je pense qu'en tant que femme, c'est vraiment quelque chose qui nous manque dans les films de super-héros. Et il y a eu le même effet avec Wonder Woman. Ce truc de pouvoir s'identifier, parce que je pense qu'on a beaucoup vu de films de super-héros avec des personnages masculins. Mais j'ai jamais ce truc d'avoir un espèce de frisson qui me parcourt la colonne où je me dis waouh, ça pourrait être moi, quoi. Alors qu'avec ce Star Wars là, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai ressenti, et je pense que beaucoup de petites filles aussi ont pu le ressentir. Donc pour moi, c'était une victoire. Après l'épisode suivant qui est sorti l'année dernière, déjà j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de problèmes en termes de scénario. Je l'ai trouvé un peu plus faible. Et en fait, je vois ce que Disney essaye de faire. Je vois que, et on pourra en parler plus largement, mais cet appel aux femmes et aux minorités qui n'arrive que maintenant, alors que les films ont été créés il y a 30 ans, que les personnages, comme tu disais, de super-héros noirs, ils existent dans les comics depuis super longtemps. Marvel, ils ont attendu presque 20 films avant de se mouiller pour faire Black Panther. Je pense que vraiment, en fait, ce qu'ils essayent de faire, ce que Disney essaye de faire, c'est de rester pertinent, quoi. De se dire, bon, on est toujours là, on voit que maintenant les réseaux sociaux, on voit en fait l'émergence de voix, de communautés et tout. Il faut qu'on arrive à rester dans l'air du temps, quoi. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est vraiment capitaliser sur ça, quoi. Sur se dire, bon, on a épuisé toutes les histoires avec des hommes blancs, qu'est-ce qu'on peut faire? Et du coup, on se retrouve à voir ces films-là, ce qui est une bonne chose en soi, mais on peut quand même trouver ça un petit peu cynique, quoi. J'ai rappelé que dans les Star Wars, il y a 3, et il y a Poe Dameron, joué par Oscar Isaac, qui est white passing, mais qui est quand même latino. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu le héros blanc, quoi. Ouais. Mais il y avait quand même cette dimension que je trouvais... Excuse-moi. Du coup, si on parle de Star Wars, du coup, moi, je suis pas une grande fan de Star Wars, même de super-héros en général. Mais du coup, j'ai regardé donc celui dont tu parlais au début, Le Réveil de la Force. Ouais, Le Réveil de la Force. Et en fait, il y a un truc qui m'a frappé. Bon, je sais pas si enfin voilà, c'est ma lecture, hein. Mais je trouvais ça intéressant. En fait, au début, donc il y a je spoil un petit peu. Il y a donc ce personnage joué par John Boyega, donc Finn, qui est un Jedi en fait. Il fait partie de l'Empire. Pardon, Stormtrooper. Donc du coup, il veut s'échapper. Et il trouve donc un autre personnage qui est lui, donc l'opposé, le gentil, donc le rebelle. Et il propose de s'échapper ensemble. Et il a en fait un nom de code, il n'a pas de prénom. Et cet homme-là lui dit je vais t'appeler comme ça. Donc je me suis dit, il le rebaptise, ça rappelle pas peut-être un petit peu l'esclavage quelque part. Mais quelque part, après, ce qui se passe, c'est qu'ils partent. Et donc ce personnage avec qui il est parti meurt. Donc lui, il se retrouve du coup à reprendre un peu les rênes malgré lui, de l'histoire en fait. Et je trouvais que ce twist était intéressant. Je trouvais que c'était une autre manière de peut-être amener ce personnage à devenir, à s'émanciper d'une part, à devenir responsable de lui-même, parce que là, finalement, il était forcément dépendant d'autres. Donc, je trouve que c'était intéressant. Après, le personnage féminin, effectivement, était intéressant aussi. Mais je trouve que il est quand même différent des personnages féminins de Black Panther, par exemple. Je les ai trouvés beaucoup plus forts,
j'ai aimé comment ils étaient écrits en fait, parce que chaque femme, il y en a plusieurs, chaque femme est vraiment, elle a son trait de caractère, elle a son rôle, elle a vraiment sa place, et sans les femmes en fait dans le film il se passe rien quoi. Clairement c'est elles qui tiennent le personnage principal, c'est elles qui permettent qu'il y ait un dénouement qui soit ce qu'il est quoi, mais parce que je vais pas trop en dire s'il y a des gens qui l'ont pas vu, mais je trouve que les personnages féminins sont plus forts dans Black Panther, ça c'est mon avis. Mais... Alors, est-ce que tu l'as rajouté? Non, je voulais juste te dire, c'est vrai que dans Star Wars, j'ai l'impression que c'est un autre écosystème pour les femmes, quoi. Autant dans Black Panther, où il y a les Dora Milaje, la garde personnelle du Wakanda, où c'est que des super femmes avec des crânes rasés et des lances. Autant dans Star Wars, j'ai l'impression qu'ils étaient à se dire, bon, jusqu'ici, nos personnages féminins, ils étaient un peu faiblards, qu'est-ce qu'on peut créer? Et ils ont peut-être voulu créer quelque chose d'assez consensuel, enfin, de peut-être un peu moins rock'n'roll, quoi. Moi, si pour ajouter un aspect, tu l'as dit, bon, il y a Disney qui est le fil conducteur, parce que c'est voilà, Disney qui a fait Star Wars, et enfin qui possède tout. Disney possède tout dans ce qui est le divertissement de masse aujourd'hui. Voilà, on peut le dire comme ça. Et donc qui produit ces films, donc c'est un peu le trait d'union entre les deux. Moi, je trouve sur Star Wars, ce que tu disais sur les enfants d'une nouvelle génération, c'est quand même aussi la référence, enfin un mythe, voilà, l'épopée Star Wars pour des générations et des générations, donc la réinvention est intéressante. J'ai beaucoup aimé aussi le premier, le deuxième un peu moins, parce qu'il y avait aussi dans le scénario des choses très problématiques, notamment la relation entre son ami. Et puis en fait, je trouve que ce qui avait d'intéressant dans le premier, en fait, a reculé dans le deuxième, c'est-à-dire la dynamique des trois. Donc ça reprend un peu le même schéma, et où voilà, il y avait cette diversité-là, et chacun avait vraiment une identité. Et après, on est revenu dans le deuxième, c'est peut-être là où on voit que c'est pas acquis, à la centralité du héros blanc, c'est-à-dire c'est Kylo Ren, quoi. Il y a vraiment un truc où il avait une place aussi dans le premier, mais c'était vrai, enfin, je trouvais que c'était les trois qui étaient vraiment intéressants, et donc on est retrouvé avec cette centralité, et puis un rapport ultra malsain entre l'écriture de Rey et de Kylo Ren d'une part, et puis la place des femmes, parce qu'en fait il y a quand même eu des héroïnes assez fortes dans Star Wars. Enfin, c'est Princesse Leia incarnée par Carrie Fisher, qui est quand même malgré toute la manière dont elle a pu être écrite, reste quand même un personnage d'héroïne forte. Mais en même temps, c'est un peu, je sais plus qui appelle ça le syndrome de la Schtroumpfette, c'est toujours une femme. Voilà. Parmi 50 mecs. Et on voit ça, en fait, dans un des spin-offs de la nouvelle série, là, c'est Rogue One, où, voilà, c'est une héroïne, mais il n'y a qu'une femme, quoi. Et elle a aucune, et c'est que des hommes. Alors c'est très bien, parce que du coup, dans le casting des hommes, il y a 2 asiatiques, etc. Donc il y a une diversité, mais voilà, c'est une meuf qui est d'ailleurs bien moins bien écrite que les autres, que les mecs, parce qu'en fait c'est... Et donc voilà, on voit que c'est... alors il y a d'autres aspects intéressants dans le deuxième, je trouve, avec d'autres personnages. Donc il y a Carrie Fisher, enfin Princesse Leia dans le deuxième, qui prend aussi de la place, mais il y a aussi l'effet elle est morte entre temps, et puis mais le personnage de la générale Rose, voilà, Rose qui apparaît, il y a et du coup là ça devient un peu plus collectif. Du coup là on retrouve un peu, il y a un peu plus de femmes, et la générale incarnée par Laura Dern. Ordo, voilà, mais où là aussi il y a cette particularité dans le scénario, il y a une tentative de faire croire qu'elle n'est pas très intéressante, et finalement ça se retourne, mais c'est quand même au service du héros, voilà, Poe Dameron, enfin, donc qui apprend qu'il faut pas être... voilà, donc en fait les femmes, elles servent quand même à ce que le héros, voilà, c'est donc voilà, c'est pour montrer un peu ces contradictions que je trouve intéressantes dans Star Wars. Le deuxième épisode, celui qui est sorti le plus récemment, il a un problème, et je pense que c'est beaucoup de séquelles qui souffrent de ça. Quand on a
un film suite, avec une oui. équipe comme ça, généralement dans la suite on les sépare, on se dit ah là là regardez Il faut, comment ouais. c'est difficile quand ils sont D'être, pas ensemble et tout, et moi je trouve que c'est une erreur perdre. parce qu'en fait ça, comme tu disais, l'énergie des trois personnages dans le premier fonctionnait très bien, et là pendant tout le film Ray et Finn sont séparés, ils se retrouvent qu'à la fin, et c'est vraiment vraiment dommage, surtout qu'à la fin du premier on s'attendait un peu à ce que la relation évolue encore, continue, et en fait ça s'est arrêté net quoi. Ouais. C'est un peu dommage. Tu voulais rajouter un truc sur Star Wars, non? Alors, de Star Wars à Black Panther, on fait des sauts comme ça, mais parce que tu disais, tu trouvais plus intéressant les personnages féminins dans Black Panther, parce que, voilà, tu les trouves mieux écrites. Ouais. Voilà. Et qu'elles avaient chacune leur place, en fait. Elles sont pas interchangeables. Ouais. Et je trouve que c'était fort. Après, on peut se dire aussi, est-ce que, parce que, et peut-être qu'ils ont mis toute leur énergie dans un film, on se doute bien qu'il y aura une suite. Est-ce que la sauce, ça va retomber un peu? Le 7e film le plus rentable du cinéma. Ouais, je pense qu'ils ont signé pour je sais pas combien, mais... Malheureusement, des fois, même trop de suites. Ouais, tu la suite. Et du coup, on peut se demander comment ils vont faire pour porter ça après. Comme c'est une des questions. Mais déjà, vous vous rappelez de l'entrée des Dora Milaje dans le Marvel Universe? C'était dans Civil War. Avec Civil War, ce n'était intéressant que parce que c'était le préquel de Black Panther. C'est juste l'introduction. Donc où il y avait le personnage de Scarlett Johansson qui se faisait remettre à sa place par une des Dora Milaje qui lui dit bouge, ou sinon c'est moi qui vais te bouger. Quoi. Déjà rien que ça, tu dis bon alors il sort quand le film quoi. Non, c'était vraiment... Enfin, c'est une des grandes réussites de Black Panther en fait, ce personnage, et notamment le personnage d'Okoye interprété par Danai Gurira, c'est vraiment qui sont pas du tout concernés par des histoires de cœur. Enfin, elle a quand même un mec, mais en fait, pendant tout le film, elle en a rien à foutre. On s'en fout, en fait. On s'en fout, mais on s'en fout pas, parce que c'est quand même grâce à ça que la guerre, elle s'arrête. Elle lui dit, bon, maintenant, t'arrêtes. Si tu fais ça, c'est fini. Ok, d'accord. C'est intéressant, en plus, la manière dont... Alors, il y a des limites dans la relation, enfin, dans l'écriture de la relation, mais c'est intéressant comme, en fait, c'est pas un facteur... oui, elle est pas déchirée à se dire... qui définit le personnage d'Okoye. En même temps, il y a cette relation, et puis c'est bon, voilà, bon, ils sont ensemble, mais en fait, on s'en fout, en fait. On n'a pas besoin et puis surtout, à la fin, il lui dit, mais entre moi et Wakanda, tu choisis quoi? Et elle regarde, en fait, pourquoi tu poses la question, quoi. Genre, voilà, du coup, c'est pas un personnage féminin qui est, voilà, énamoureux. C'est pas du tout défini par sa relation avec un homme. Et puis, comme tu disais, c'est vrai qu'elles sont très différentes. Le personnage de Lupita Nyong'o, c'est une espionne qui veut pas avoir trop les pieds dans les affaires plutôt politiques du Wakanda. Elle veut vraiment aider le monde extérieur. Et puis il y a Shuri, bien sûr, la petite sœur de Black Panther, qui elle est vraiment focalisée sur la technologie. Et ça, pour ça, c'est vraiment intéressant de voir des personnages comme ça qui couvrent chacune une facette du film, quoi. Ça, c'est vraiment bien. C'est un argument. Alors, on parlera du reste du film aussi, parce que je pense qu'il y a pas mal d'autres choses, mais cette idée qu'il n'y a pas un type de femme, non seulement un type de femme noire, parce qu'il y a aussi cette dimension-là, et que, voilà, il y a une multitude de caractéristiques, et une des frustrations, pour beaucoup, c'était, il y a un type, il y a la mama, il y a la prostituée, en plus, souvent... des personnages dévalorisés, ou dévalorisants ou mal écrits, donc et là on a un florilège de la réalité, quoi. Il y a des jeunes qui adorent la science, elles sont toutes capables, etc. Donc c'est cette dimension là aussi, le collectif et la diversité des profils que je trouve, et des générations aussi, c'est-à-dire qu'on ne reste pas sur justement ce qu'on peut voir généralement, c'est bon, les jeunes, c'est eux l'avenir, ok, d'accord, mais là il y a un côté vraiment générationnel qui est hyper important et qui est, je trouve, hyper bien illustré en fait tout au long du film. Et ça, je trouve que c'est un petit truc qu'on ne voit pas forcément. Le personnage d'Angela Bassett aussi, qui joue la maman. Oui, voilà, j'avais pas évoqué. Mais justement, c'est marrant parce qu'elle a ce personnage-là, mais elle est très en retrait quand même. C'est-à-dire qu'en fait, elle va guider, mais elle va être un peu dans l'ombre, et puis elle va laisser les autres faire, gérer les choses, elle va accompagner plus qu'agir en tant que telle, plus qu'être l'impulsion, on va dire. Je trouve que c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a toutes ces générations-là. Puis, même si on continue à parler de personnages, moi je pense que le casting a vraiment bien servi, même très bien servi le film, quoi, parce que c'est vrai qu'avoir Angela Bassett, avoir Lupita Nyong'o, Michael B. Jordan et tout, c'est
en fait, je trouve que ça apporte quelque chose en plus qui fait qu'on a envie d'y croire. On se dit, ah, ce serait tellement bien s'il y avait vraiment une famille comme ça. On a envie Aussi, Welcome Back. Ouais, c'est ça. On a envie que ce soit une série télé et qu'on puisse les retrouver. Et pour moi, le film a des faiblesses, mais vraiment le casting et les personnages, c'est vraiment les grandes forces du film et qui font que on y croit, quoi. On y croit malgré le fait que ça se passe dans un pays qui n'existe pas et que tout le monde ait des pouvoirs magiques, quoi. Voilà, d'accord. Donc les Dora Milaje et les femmes en règle générale, il y a aussi en fait, donc on parlait des Okoye, etc. Donc il y a les Dora Milaje qui aussi constituent des personnages à part entière. Et il y a d'autres choses dans le film qui vous a marqué, l'histoire elle-même, on en parle un petit peu, mais c'est le méchant, notamment Killmonger, qui est interprété par Michael B. Jordan, qui est pour moi le meilleur méchant de Marvel. Je veux pas qu'on discute de Loki et tout, non. Parce que en fait ce que je disais souvent, c'est que généralement les méchants dans les films de super-héros et notamment les films Marvel, on n'est jamais derrière eux, quoi, parce que leur objectif c'est de détruire le monde et de mettre toute la planète en esclavage. Donc pour si t'es d'accord avec le héros, c'est qu'il y a un problème, quoi. Alors que dans Black Panther, on peut comprendre les arguments de Killmonger. On n'est pas obligé de cautionner les actes, mais en tout cas quand il dit par exemple, quand il est dans le musée au début et qu'il dit vous pensez que vos ancêtres ils ont payé pour avoir les artefacts africains dans le musée? Rien que ça, déjà, moi j'ai trouvé ça génial dans un film Disney, quoi. C'est quand même hyper subversif, quoi, parce que et puis je sais pas si tu veux en parler aussi de... En fait, il y a vraiment des thématiques hyper contemporaines, hyper actuelles et hyper de maintenant, quoi. Donc il y a cette notion de restituer les biens au pays africain. Il y a aussi pardon, les biens mal acquis, oui. Il y a aussi si on reprend le personnage de Killmonger, le fait qu'il retourne du coup entre guillemets à la terre-mère et qu'il veuille autre chose que le roi, en tout cas celui qui est censé être le successeur. Et il y a ce truc de, moi je suis issue de la diaspora afro-américaine, j'ai subi des violences, mon père aussi, j'ai été niée en fait, et je veux me venger. D'un côté, il y a un côté un peu vengeance, et il y a un côté aussi aider ceux qui ont souffert comme lui, quoi. Donc c'est vraiment ce truc de ce rapport compliqué en fait, par rapport à une histoire où au bout d'un moment il y a une racine qui a été coupée et on se retrouve à créer une autre histoire en fait. Et je trouve que c'était hyper intéressant. Il y a aussi le côté de l'histoire du vibranium qui rappelle le pays le plus riche de la Terre, on va peut-être pas le nommer, mais et du coup tout le monde qui cherche à convoiter ce bien. Enfin il y a beaucoup de questions, j'ai trouvé hyper intéressant de les mettre dans ce film, vraiment. Je pense que Ryan Coogler et les gens qui ont écrit le film ont été... parce que c'est tout le problème des films Marvel, c'est que c'est pas un réalisateur qui arrive avec une vision et qui dit donnez-moi 100 millions et je vais mettre à jour cette vision-là. C'est un réalisateur qui arrive dans une boîte et on lui dit bon, dans les limites de la boîte, tu essayes de faire ton film, quoi. Et je trouve quand même que... les limites de Disney, quand même, ça va. Ouais, mais tu vois, les limites en termes de thème et tout, parce que, en fait, moi, ce qui m'a assez choquée, c'est que il y a des films où des hommes blancs, puissants, qui avaient fait des films qui marchaient avant, des films Marvel, ils sont arrivés, ils ont dit je veux faire ça, Marvel a dit ah bah non, en fait. Je pense notamment à James Gunn, qui devait faire Guardians of the Galaxy, je crois, le premier. Ou le deuxième, mais en tout cas il est parti, alors que c'est un mec qui a déjà fait quand même pas mal de films et qui a rapporté au box-office. Donc en fait pour un réalisateur c'est très difficile, surtout pour Ryan Coogler qui avait fait que 2 films avant, d'arriver et d'imposer des choses, quoi. Et d'ailleurs il y avait une réalisatrice qui avait été pressentie, c'est Ava DuVernay, pour faire Black Panther, donc qui a réalisé notamment Selma, et qui justement en fait a dit en fait la vision me va pas en fait, et est partie effectivement. Et donc après ils ont posé Ryan Coogler. Mais c'est là où on arrive peut-être alors il y a plein de thématiques dans le film. Moi je sais que y compris un des moments les plus forts, c'est en gros la relation entre ceux du continent et ceux de la diaspora, enfin ce que représente T'Challa et puis Killmonger, quoi, et puis la thématique de d'avoir abandonné les enfants, et puis cette idée, c'est un peu nos frères, nos sœurs qui ont été abandonnés, qu'on a laissé partir, et qui sont devenus, qui ont subi ces trucs-là. Donc je pense qu'il va y avoir des thèses décrites sur ce film, parce qu'il y a vraiment des thématiques très fortes et très émouvantes. Mais justement, du coup, je venais à revenir, on évoquait le réalisateur, Ryan Coogler,
je pense que que le film, il existe comme ça parce que c'est Ryan Coogler quand même. Parce que c'est, donc tu disais, un jeune réalisateur, il a quoi? Il a même pas 30 ans? Je crois qu'il a entre 30 et 35 ans. Ah ouais, non, plus, c'est, voilà. Ouais. Qui en est à son 3e film. Alors, je pense qu'il avait fait des exercices avant, mais il est le réalisateur notamment de Fruitvale Station et de Creed, qui est un autre film sur lequel on pourrait aussi faire une émission. Mais donc voilà, un jeune réalisateur de 35 ans, mais sur ces 2 films-là, qui a montré à la fois en termes, je pense, techniques, cinématographiques, ça c'est aussi un autre aspect du film dont on pourra reparler. Et puis le choix du sujet dans Fruitvale Station qui voilà, c'est Fruitvale Station, oui, c'est sur la mort, l'assassinat d'Oscar Grant, qui est un jeune états-unien, le premier de l'an à Auckland. Il y a au début des années 2000, et puis voilà, donc c'est ce réalisateur là qui a une histoire aussi particulière, qui est pas sorti des meilleures écoles, etc., et qui vient d'Auckland, et Auckland c'est quand même historiquement et c'est la ville des Black Panthers. Il y a aussi des Black Panthers, le groupe politique. Et donc je trouve que voilà, c'est aussi on voit tout ça dans son écriture en fait. Il a fait un clin d'œil à Auckland. Oui, mais ça non mais voilà, en plus on retrouve, c'est presque écrit dessus quoi. Et donc je trouve que c'est ça qui fait, en fait, c'est Ryan Coogler qui fait la particularité. En plus, l'équipe, on pourra parler des acteurs et actrices aussi qui sont excellents. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est pas un militant politique, mais qui a une vision politique et vraiment voilà, je sais pas ce que... Après, je suis très fan de... je pense que Disney, ils ont eu le nez fin, et je pense aussi qu'ils se sont pas mal inspirés de Wonder Woman de l'année dernière, je crois, 2016. Parce que comme je disais au début, que maintenant on est arrivé un peu au bout de ce qu'on pouvait faire avec des personnages blancs et hétéros masculins, et du coup... Ils ont peur en fait d'y aller avec les minorités, hein. Ils se disent, et puis surtout les films avec les noirs, où on dit les noirs vont y aller mais les autres ils vont pas y aller, et puis ça va pas se vendre en Chine, donc est-ce que ça vaut le coup financièrement, parce que c'était beaucoup ça en fait, la légende urbaine qui n'est pas, qu'on entend encore même chez nous en France, qui est que les films avec les noirs ça marche pas quoi. Et du coup je pense que Disney avait assez peur de faire ce film-là, donc ils ont tout cadré. Ils ont dit, on veut un réalisateur noir qui est légitime, quelqu'un qui a fait des films avant qui ont marché, mais qui sont aussi artistiquement respectés. On veut un casting 5 étoiles avec des Oscarisés, des stars montantes, voilà. Et on veut même fédérer la communauté en disant en montrant qu'en fait, il y a des thèmes qui n'ont jamais été évoqués dans des films de super-héros ou même des blockbusters qu'on va oser évoquer quoi. Quand Shuri elle appelle Martin Freeman colonisateur, dans un film Disney, j'avais jamais vu ça quoi. Je savais même pas que ça existait chez Disney la colonisation. Donc rien que ça. Ils ont bien fait leur campagne, et ils ont bien réfléchi en amont en fait leur projet quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça, il y avait une énorme demande. Quand on voit les chiffres que ça a fait, que ça a dépassé tous les films que Marvel a fait, sauf Avengers, quoi. C'est qu'on voit qu'il y avait... les gens étaient assoiffés de voir quelque chose de différent, quoi. Et c'est comme... ils n'ont toujours pas fait de film avec un personnage principal féminin, quoi. Ça fait 17 films Marvel, ils n'ont toujours pas fait. Donc c'est vraiment... on voit qu'ils ont peur, mais en fait, moi je pense, mais bon, c'est un peu normal, mais je pense qu'il n'y a pas à avoir peur, quoi. Que si le film est intéressant, et on va y aller. Donc, Et puis là où ils ont été d'autant plus, on va dire, malins, je pense, c'est que quand on regarde les chiffres de toute manière, là où ça a explosé vraiment, c'est sur le continent africain, d'est en ouest, dans tous les sens. Parce qu'en fait, il y a aussi un marché qui s'est ouvert là-bas, finalement. Depuis quelques temps, tout le monde regarde vers le continent, et Disney n'est pas en reste. Clairement, ils ont aussi un intérêt à faire de l'argent, c'est une entreprise, voilà, c'est une machine, comme tu le disais au début. Donc il y a aussi ce côté-là où on se dit, comment on fait pour parler aux gens du continent, ceux qui sont dans le secteur anglophone, ceux qui sont aussi en francophone, ceux qui sont issus de la diaspora dans le reste du monde, en Europe, etc. Comment on fait? Et ils ont réussi à trouver en fait tous les ingrédients qu'il fallait dans le choix des costumes, dans le choix des acteurs. Ils ont fait venir des Britanniques, par exemple. Ils ont mis 2 actrices d'origine africaine, notamment Lupita, Danai. Ils ont pris quelqu'un aussi, certains qui étaient confirmés, comme John Boyega dans Star Wars, etc. Donc ils ont rien laissé au hasard. Clairement, tout a été calibré.
on va trouver une place pour la suite peut-être. Ouais, c'est effectivement ce que je trouve intéressant, mais ça fait partie des contradictions. Là aussi, il y a la réinvention d'un mythe, et c'est aussi ce qui fait l'intérêt du film, que c'est pas juste voilà, un énième, alors même si le dernier, par exemple, Spider-Man avec Tom Holland est très bien, parce que... Mais voilà, ouais, c'est mignon, mais c'est bien, enfin voilà, ouais. Où ils en font tous les 2 ans, quoi, en fait, et là, voilà, d'abord, il n'y avait pas eu de super-héros, de film de super-héros noirs depuis très longtemps, donc la réinvention d'un mythe, de quelque chose d'établi, avec, voilà, ce que tu disais, l'ère du temps. Et c'est ça aussi qui fait, en fait, ce que tu disais au départ sur les comics, les différents personnages, ça traduit toujours une époque particulière. Les Star Wars, bah, c'est George Lucas, et puis c'est aussi quand même, il y a politiquement le contexte des années 60-70, de l'Amérique anti-guerre, enfin, la thématique de l'Empire, voilà, il y a quand même des thématiques politique, même si c'est moins fortement porté, mais voilà, Lucas, quand on lit quand il écrit la première les premières trilogies, c'est empreint dans ce moment-là quand même historique. C'est encore plus vrai des comics, voilà, où c'est les années 40, c'est la lutte antifasciste, et les années 60, le mouvement des droits civiques, etc. Donc du coup, il y a ce que tu disais, le fait que bah, les grandes productions, ils ont le nez creux, mais ils ont le nez creux aussi parce qu'ils sont portés par voilà, un mouvement. Et voilà, qu'est-ce que ça dit de l'époque, en fait, l'existence d'un film comme Black Panther en particulier, mais aussi bon, ce qu'on a pu voir dans Star Wars, il y a, on va dire, la rentabilité de dire voilà, c'est des nouveaux publics, etc., on veut plaire, mais ils sont aussi poussés, et il y a aussi des gens à l'interne qui le portent parce qu'ils sont le produit de cette génération. On peut penser dans Black Panther arrive 2 ans après le grand mouvement sur Black Lives Matter. Voilà, c'est aussi ce qui m'intéresserait là, c'est de voir comment aussi une industrie de masse aussi cadenassée, qui continue d'ailleurs à reproduire quand même des modèles d'oppression, voilà. Il y a quelques exceptions là, mais en fait, quand même, voilà, tous les héros, on reste dans un univers culturel où les héros, c'est des hommes blancs d'un certain âge, avec hétéros, etc. Même s'il y a quelques exceptions. Donc, je voudrais parler plus de la période, le fait que ces phénomènes culturels, ces productions de masse sont aussi, enfin, j'ai l'impression, le produit d'une époque où, voilà, il y a des nouvelles générations, et qu'est-ce que ça dit de notre époque, l'existence Moi, je pense que c'est surtout lié en fait au nouveau public, en fait. Enfin, comme tout à l'heure, je parlais des réseaux sociaux. Je pense que ces voix-là, en fait, maintenant, sont devenues très fortes, se sont même répandues dans l'industrie du cinéma. Maintenant, quand on fait un film avec du whitewashing, où on remplace un personnage qui est censé être de couleur avec un personnage blanc, ça passe plus, quoi. Il y a un tollé sur les réseaux sociaux, et donc, je pense que c'est porté. Après, on a beaucoup marketé Black Panther comme le film Black Lives Matter. Moi, j'ai quelques réserves. Je pense que c'est pas vraiment montré comme, enfin, en tout cas montré comme ça. En fait, il faut savoir. C'est pas la traduction du mouvement. Ouais. Du coup, c'était plus le contexte, voilà, de l'Amérique, parce que c'est quand même un États-Unien qui fait ça. Et puis il y a eu ce grand mouvement-là. Oui, puis il a fait un film sur le sujet auparavant et tout. Après, ce qu'il faut savoir, enfin, je pense, c'est que quand même Black Lives Matter aux États-Unis, certains militants sont tracés par le FBI, sont suivis. Enfin, c'est quand même encore sont abattus, controversé, effectivement. Et du coup, moi, je me demande comment... peut-être que les gens qui ont fait le film ont ça dans leur croyance et tout, mais je pense pas que dans le film, ce soit vraiment clairement dit dans le texte. Quoi. Mais je sais pas ce que t'en penses, toi, Gare. Moi non plus. Surtout qu'en plus... en fait, quand tu parlais des réseaux sociaux, je trouve que c'est intéressant parce que forcément... on garde ce truc Wakanda forever. Il y a tous ces trucs où en fait ça devient vraiment de la pop culture, on se réapproprie des termes, des gestes, des trucs, enfin du film, mais au fond il y a un truc moi qui m'a frappé, c'est qu'on parle souvent de White Savior, par exemple on en avait parlé pour les femmes de l'ombre,
Oui, une figure de l'ombre. il avait pardon. été inventé d'ailleurs. Il avait été inventé, et là finalement dans Black Panther, en fait ils l'ont fait, mais en même temps, Pas trop. voilà, c'est-à-dire qu'en fait à la fin, quand il faut sauver, empêcher que le vibranium parte vers des pays qui pourraient faire la guerre finalement à Wakanda, c'est un blanc qui va les aider en fait. C'est le seul qui sait piloter. Ok, c'est la sœur du héros qui a créé toutes ces machines, mais c'est quand même lui qui pilote. Donc on lui donne un petit rôle, on le laisse pas trop parler non plus. Quand il parle, on veut pas l'entendre, on fait des ou genre toi tu parles pas, t'es pas dominant en fait, ça le message. Mais quelque part il a quand même ce rôle de un peu, voilà, tu vas quand même faire ce qu'il faut pour nous sauver. Après je trouve que c'est intéressant parce que il y a un côté plutôt un côté un peu d'union en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des forces qui peuvent se mettre ensemble, s'unir pour empêcher que des choses plus fâcheuses n'arrivent au reste du monde. Mais quand même, ils n'ont pas pu s'empêcher quand même de mettre ce personnage-là. Ouais. Donc, je trouvais que c'était intéressant pour ça. Et pour ce qui est de la question de Black Lives Matter, je pense que c'est un peu compliqué parce que il est sorti là. Trump est président, est-ce que c'est forcément exprès parce qu'il est président qu'on le sort là maintenant? Enfin, ce serait une question à se poser, hein. Je sais pas. Non, après, il y a Black Lives Matter, enfin je pense aux États-Unis, parce que c'est là qu'est produit le film, mais c'est plus l'environnement. Il y a eu Black Lives Matter, mais c'est aussi, on pourrait dire, la génération Obama, la génération Black Lives Matter, un peu plus, enfin, l'émergence d'une génération revendicative, et dont font partie aussi à la fois les acteurs et le réalisateur. Ben ça, moi je le vois plus peut-être dans vraiment l'afrofuturisme, enfin, qui est, on va dire, quand même bien évoqué dans le film. Ça va pas assez loin à mon goût. J'aurais aimé qu'on passe 2 heures dans le Wakanda à visiter, tout ça. C'est pas possible. Mais donc l'afrofuturisme, c'est le fait d'imaginer la science-fiction avec des personnes noires à l'intérieur, parce que en fait la science-fiction a été voilà, souvent écrite par des personnes blanches qui en fait ont évacuer complètement le sujet de la race. En fait, dans le futur, tout le monde est blanc et tout le monde s'entend bien, on est tous métissés et tout. Et c'est vrai qu'il y a eu au XXe siècle pas mal d'auteurs afro-américains qui ont, par exemple Octavia Butler, qui ont imaginé qu'est-ce que ce serait le futur quand on est noir, quoi. Et donc vraiment le futur technologique est bien évoqué dans le film. Moi, je trouve peut-être que c'est plus vers ça que ça... Que ce retour peut-être à un imaginaire, à une manière d'imaginer si par exemple on vivait et qu'il n'y avait plus de racisme et que le fait d'être noir n'exposait pas à des potentielles violences juste parce qu'on est noir, qu'est-ce que ce serait? Et ça, pour le coup, ça m'a vraiment touchée et je l'ai vraiment vu dans le film, quoi. Après, je sais pas, peut-être que aussi la thématique du retour, parce qu'on voit aussi avec même les costumes, les coiffures, on voit que dans la mode, notamment dans les communautés sur Internet, c'est quand même quelque chose qui est en train de revenir, vraiment l'acceptation du cheveu crépus, même le fait que les personnages soient vraiment noirs et pas métissés ou pas noir clair à la Halle Berry comme on a l'habitude de voir au cinéma à Hollywood. Là, c'est vraiment des personnes vraiment noires, donc c'est... Moi, je le vois plus là, en fait, vraiment le glissement de génération. Qu'on voit quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas vu comme ça il y a 10 ou 20 ans, quoi. Et du coup, pour suivre deux dernières, parce qu'il va falloir qu'on termine. Voilà, moi, un des exemples du produit, entre guillemets, de cet environnement-là, c'est en partie l'actrice Lupita Nyong'o. Alors, il y a plein d'acteurs et d'actrices formidables dans ce film, mais en tout cas, dans moi, ce que j'ai vu de la campagne de presse, etc., qui a un discours super clair. Alors, je dis pas qu'elle est assez révolutionnaire, mais très clair, très d'affirmation. Et voilà, pour moi, ça symbolise, donc avec Ryan Coogler, etc., cet enjeu de ceux qui font et qui réalisent sont aussi cette nouvelle génération. Enfin, ils n'ont pas les moyens de contrôle. Alors, Disney, ça reste contrôlé par une poignée de vieux mecs blancs de plus de 70 ans, etc. Mais à différents niveaux, il y a des alliés, et puis il y a surtout ceux qui produisent, qui ont quelques brèches, et ce qui joue, et le fait qu'on voit Lupita Nyong'o dans un rôle différent, qui peut être voilà, le rôle en partie de Love Interest, ce qu'on voit pas souvent. Donc voilà, c'est aussi, je trouve, il y a des brèches qui existent, qui sont créées aussi par
Surtout que Lupita, moi, depuis son Oscar, j'attends le grand rôle qu'elle aura, où ce sera elle en l'héroïne. plus pourquoi elle a eu son Oscar, quoi. Enfin, oui, bon, en plus. C'est toujours les mêmes histoires. Mais tu vois, Margot Robbie, elle a pas eu d'Oscar justement, mais c'était la même année qu'elle a explosé. Et elle a eu plein de rôles où elle joue le love interest et où elle a un peu le truc de romantique. Après, le truc de Lupita, c'est qu'elle va se mettre à produire. Bah, comme beaucoup, comme Angela Bassett le fait, comme d'autres actrices le font, en fait. Elles ont compris que maintenant, elles ont un pouvoir financier et c'est à elles de monter leur truc, quoi, de faire... C'est cette idée-là que, du coup, il y a une... c'est pas faire du générationnisme, mais en tout cas, la prise de conscience et le... voilà, de prendre l'initiative, de s'auto-organiser. Je trouve ça intéressant. Alors, tout le monde n'a pas toujours l'espace pour le faire, mais effectivement, ils vont adapter notamment le roman Americana. Et puis, je crois que Danaï Gurira aussi, c'est l'exemple où elle écrit des pièces de théâtre. Donc voilà, il y a besoin de faire exister, justement parce que ça n'existe pas dans la culture mainstream, d'écrire nous-mêmes, les femmes qui produisent, etc. Je trouve, est-ce qu'on peut dire que ce serait bien si en France aussi ça arrivait? on peut dire ça. C'est justement la suite. Voilà. La dernière phase du questionnement. Qu'est-ce que... donc là, c'était sur comment l'environnement a aussi produit ces gens et puis ces phénomènes et ces œuvres intéressantes et comment les œuvres, voilà, elles ont un impact. On a parlé de la représentation, le fait de donner confiance. Voilà, quels sont les retours? Alors, on peut parler Black Panther beaucoup, mais pareil, Star Wars, tu disais des petites filles qui voient Rey, voilà, cette question de la confiance, de se voir représenter, et puis après se dire, non seulement je peux être ça, mais je peux écrire des choses comme ça, je peux réaliser des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est... quel impact ça peut avoir ou ça a là-bas et ici? Là-bas et ici. On a l'espace en France. Moi, je pense que c'est capital. Après, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais c'est cynique, c'est de faire des films comme ça. Effectivement, ça l'est, mais je pense que c'est capital parce Pourquoi que c'est cynique? qu'en fait, ils font ça pour faire de l'argent. Ah oui, donc voilà. C'est une des critiques. Mais moi, je trouve que c'est très important, notamment parce que, en tant que femme de couleur en France, et je pense on a toute cette expérience qu'en fait, quand on voit des œuvres où on n'est pas dedans, on se dit ça n'existe pas, et en fait on fait vraiment cet effort de se mettre à la place des personnages qui sont blancs ou masculins, sans jamais que les personnes qui sont par exemple blanches et masculines n'aient à faire cet effort de se mettre dans la peau d'une femme noire par exemple. L'universel est toujours homme blanc et il n'est jamais femme, il n'est jamais autre orientation sexuelle. Voilà. C'est ça. Et en fait c'est une vraie, c'est un vrai appauvrissement quoi. Il y a tellement d'histoires qui n'ont pas été racontées, tellement d'expériences de vie qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été filmées, écrites, ni financées. Et pour moi, on vole vraiment le potentiel artistique de choses qu'on pourrait voir, quoi. C'est quelque chose qu'il faut que ça change. Et effectivement, je pense qu'il faut beaucoup que les personnes concernées créent elles-mêmes aussi leur structure, leurs œuvres et tout. Alors c'est difficile parce que comme le système lui-même a été fait par et pour des personnes blanches, c'est difficile d'arriver dans ce système-là et de dire, moi j'ai une histoire, alors ça parle d'une femme noire, ou alors ça parle d'un homme noir, mais il faut à la fois essayer d'infiltrer le système, c'est théorie du complot, et aussi créer nos projets en parallèle, quoi. Moi je rêve d'une société de production française qui ferait des films avec des minorités, quoi. C'est aussi une garantie de l'indépendance, parce que là, je pense que Ryan Coogler, il a réussi, mais voilà, ça reste quand même très cadré, un cahier des charges très strict, on disait d'autres réalisateurs. Et puis si c'est boss, oui, ça, tu dis pas. Oui, voilà, donc ça reste quand même... là, il y a eu une petite trouée où ils se sont engouffrés, mais le fait de faire des choses indépendamment, utiliser le système et ce que fait Danaï pour avoir cette visibilité-là, mais faire ses propres choses, c'est aussi la garantie de l'indépendance. C'est la clé. Ouais. Après, moi, je me dis, j'ose espérer qu'il y a des choses qui se font. Je vois Maïmouna Doucouré, je vois Josa Enjambé, je vois un autre niveau Alice Diop. Oui, évidemment, Amandine Gay, je vais le dire à la fin. Mais j'espère, et je vois qu'il y a des femmes qui font des choses. Et je parle à des hommes réalisateurs qui sont noirs et qui me disent, nous, à côté, c'est pas le même niveau. Les femmes, elles m'impressionnent, elles font trop de trucs. Donc, je me dis j'ai bon espoir pour la suite.
maintenant je regarde ce qu'elles font, et puis voilà. Ouais. Faut les soutenir, faut aller Ouais. voir les films, faut lire les livres. Exactement. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. On va s'arrêter, on pourrait parler toute la Merci. soirée, je pense. Il y a plein de films, mais c'est un des intérêts justement de films comme Star Wars, Black Panther. On a beaucoup parlé de Black Panther parce que c'était aussi le plus récent et puis ça, c'est assez inédit. Significatif. Voilà. Mais voilà, comment est-ce que des œuvres culturelles produites par des grandes industries, par le capital, etc., contiennent, enfin moi ce que je trouve intéressant aussi, contiennent des éléments, parce que c'est produit aussi par des gens normaux, qui sont influencés par le monde dans lequel on vit, qui ont des idées de pourquoi est-ce que ça va pas, et puis parce que le divertissement, et notamment je pense que la science-fiction et le comics sont des genres, souvent des sous-genres littéraires, qui ont souvent porté ce côté subversif, ce côté... et donc c'est aussi un espace qui permet cette expression-là, et puis en retour qui donne confiance. Donc voilà, alors vous êtes certainement tous et toutes déjà allés voir Star Wars Black Panther. Ceux qui ne le sont pas encore se reconnaîtront et feront en sorte. Ils se sentiront mal. Voilà. Et puis surtout, après avoir vu ça, ou en même temps, aller voir toutes les œuvres dont on a parlé. Sur Internet aujourd'hui, on trouve, sur les réseaux, en cherchant bien, on trouve toutes ces pépites qui existent et qu'il faut soutenir. Donc merci beaucoup à vous pour d'être venus là. Et puis j'espère que ça vous aura intéressé et qu'on aura l'occasion dans d'autres émissions de ce type de parler encore et encore de culture populaire, de culture de masse et de justice sociale, parce que c'est aussi ça qui nous porte. Merci. Merci. Alors voilà, c'est fini pour cette première émission web Culture Pop et Justice Sociale. Je voulais remercier très chaleureusement donc nos invités du jour, les amis et camarades qui sont présents et qui ont écouté ce débat, qui ont fait un peu les cobayes et qu'on va sonder à la fin pour savoir ce qu'il faut arranger, ce qu'il faut changer, etc. Et puis surtout toute l'équipe, à commencer par Christophe et Tayeb, qui ont été derrière leur portable, leur téléphone portable pour enregistrer tout ça, François, Hugo et Laurence, qui ont organisé un peu toutes les choses à partir d'une idée comme ça, sortie lors d'une réunion d'équipe. Et voilà, et grâce à qui on a réussi à organiser ça. Merci beaucoup à toute l'équipe. On refait ça, je sais pas, d'ici juin, on essaie d'en faire une deuxième. Voilà, on se donne ça parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde et à bientôt.